Bienvenue sur sa nouvelle voie. Abonnez-vous pour des histoires de croissance, de résilience et de nouveaux départs. 3 mois avant le mariage, Everett Shaw a installé sa maîtresse dans la chambre qu'il avait conçue pour sa fiancée. L'erreur n'était pas l'infidélité. L'erreur était de penser que Celeste Arden suppléerait pour récupérer la chambre. Elle se tenait dans le hall de la maison de Beacon Hill. Elle avait une valise dans une main et un sac d'ordinateur en cuir dans l'autre. De l'eau de pluie gouttait de l'ourlet de son manteau camel sur le sol en marbre noir. À côté du meuble à chaussures, une paire d'escarpins en satin crème était bien rangée sous le banc. Ce n'étaient pas les siens. Une demi-pointure trop grande, trop brillant, trop désireux d'être vu. Le majordome, Martin, est apparu depuis le couloir. Il a pâli en la voyant. « Mademoiselle Arden », a-t-il dit. Puis, il s'est corrigé trop tard. « Céleste, vous êtes rentrée plus tôt que prévu. » Céleste l'a regardé. Pendant 2 ans, Martin l'avait appelée Mademoiselle Arden. Il le faisait avec le respect chaleureux réservé à la femme qui, pensait-on, deviendrait Madame Shaw. Maintenant, il prononçait son prénom comme un avertissement. Elle n'a pas posé de questions. Les questions étaient pour ceux qui avaient encore besoin de confirmation. Elle est montée à l'étage. La maison était silencieuse, à l'exception des roulettes de sa valise qui cliquetaient sur chaque marche. Le son était absurdement fort, comme un compte à rebours. Au bout du couloir, la porte de la chambre principale était entr'ouverte. Un rire léger s'échappait par l'entrebâillement. Une voix de femme, douce et théâtrale. « Everett, tu aimes celui-ci? J'ai choisi l'ivoire parce que ça fait chic sans en faire trop. » Céleste s'est arrêtée. À travers la fente, elle a vu Maribel Lane. Elle se tenait près du lit en nuisette de soie, tenant une autre chemise de nuit contre son corps. Ses cheveux auburnes tombaient sur une épaule en vagues délibérées. Sa valise ouverte était posée sur le tapis. De la lingerie, du parfum, des cosmétiques, des soins et un peignoir rose pâle se déversaient dans la pièce. C'était comme un drapeau planté sur une terre conquise. Everett était assis sur le bord du lit, les manches retroussées, et lui souriait. C'est ça qui a fait mal en premier. Pas la nuisette, pas la valise, pas même le lit. Le sourire. Céleste n'avait pas vu cette douceur sans défense sur son visage depuis des mois. Elle a regardé la chambre attentivement. Les draps étaient neufs. La photo encadrée de leur dîner de fiançailles avait disparu de la table de chevet. Son plaid en cachemire avait été déplacé de la chaise. Un petit plateau à bijoux qu'elle avait acheté à Venise était maintenant rempli des boucles d'oreilles de Maribel. Everett ne l'avait pas seulement trahi. Il avait redécoré autour de la trahison. Céleste a fait demi-tour avant que l'un ou l'autre ne la voie. Elle s'est dirigée vers la suite d'amis au fond du couloir. À l'intérieur, tout était intact. Ses vêtements de rechange étaient toujours dans le placard. Son ordinateur portable de secours se trouvait dans le tiroir du bureau. Son ancien téléphone professionnel, celui que seules 3 personnes connaissaient, était toujours en charge derrière une pile de livres. Elle a posé sa valise sur le lit et a verrouillé la porte. Puis, elle a retiré sa bague de fiançailles. C'était un diamant taille émeraude de 5 carats, froid et théâtral. Everett s'était assuré que le photographe de la demande en mariage immortalise la seconde exacte où il la passait à son doigt. Les photos avaient circulé partout. Pages mondaines, newsletters pour investisseurs, blogs de mariage. Et les comptes de réseaux sociaux tenus par des femmes qui écrivaient des choses comme « amour véritable » et « élégance de la vieille fortune ». Céleste a posé la bague sur le bureau. Un instant, la marque sur son doigt a semblé plus intime que le diamant ne l'avait jamais été. Elle a ouvert son ordinateur portable. Les gens qui ne connaissaient pas bien Céleste la prenaient pour une femme décorative. C'est parce qu'elle s'habillait comme quelqu'un qui maîtrisait la présentation. 30 ans, des cheveux blonds pâles toujours lisses, des yeux gris impassibles. Une posture façonnée par le ballet et les salles de conseil. Elle avait grandi entre New York et Londres. Elle avait été éduquée dans des écoles chères où l'on apprenait aux filles à sourire avant d'apprendre à refuser. Mais Céleste avait bâti sa propre fortune bien avant qu'Everett ne la demande en mariage. Elle n'était pas une héritière attendant d'être exposée. Elle était stratège en gestion de crise pour les acquisitions de capital investissement. C'était la personne que les entreprises appelaient quand une affaire semblait propre en public, mais pourrie de l'intérieur. Elle lisait les rapports de risque comme les chirurgiens lisent les scanners. Elle savait quelle note de bas de page manquante pouvait détruire un projet à 9 chiffres. Elle savait quel dirigeant souriait un peu trop quand on mentionnait la dette. Everett le savait, autrefois.
Puis il a commencé à traiter sa compétence comme un charmant passe-temps. Il préférait la version d'elle qui pouvait organiser des dîners et porter des diamants, celle qui adoucissait ses traits sur les photos, et celle qui faisait paraître ses décisions imprudentes comme intentionnelles, après coup. Cette version venait de mourir en silence dans la suite d'amis. Son ancien téléphone professionnel a vibré. Un message. Julian Vale, le penthouse est prêt. Si tu en as besoin, la clé est chez le concierge. Céleste a fixé le message. Julian Vale avait été son rival à l'université, son allié silencieux dans 3 affaires, et le seul homme qui, en la voyant quitter une pièce, avait remarqué ce qu'elle n'avait pas dit. Il dirigeait maintenant Vale Capital, une entreprise qu'Everett enviait et dont il avait besoin. Julian n'était pas du genre à gaspiller ses mots. S'il offrait un refuge, c'est qu'il avait déjà calculé les risques et décidé qu'ils étaient acceptables. Elle a tapé. « J'aurais peut-être besoin de 24 heures. » Sa réponse est arrivée en quelques secondes. « Prends l'immeuble entier si tu veux. » Céleste a failli sourire. Puis quelqu'un a frappé. « Céleste ?» C'était la voix d'Everett. Elle a regardé la bague sur le bureau. 1 seconde. Elle a ouvert la porte. Everett se tenait dans le couloir. Il était assez beau pour être pardonné par ceux qui accordent plus de valeur à la symétrie qu'au caractère. Cheveux sombres, yeux bleus, chemise déboutonnée au col. Derrière lui, Maribel se tenait dans un peignoir blanc qui n'était pas à Céleste, mais il semblait bien trop à sa place dans la maison de Céleste. « Tu es rentré plus tôt », a dit Everett. « En effet. Pourquoi n'as-tu pas appelé ?» Le regard de Céleste a dépassé Everett pour se poser sur Maribel. « Je ne savais pas qu'il fallait prendre rendez-vous pour entrer dans ma propre maison. » Les lèvres de Maribel se sont entr'ouvertes délicatement. « Céleste, ça doit te paraître étrange. »« Non, » a dit Céleste, « ça me paraît très clair. » Everett s'est frotté l'arête du nez. Maribel traverse une période difficile. Elle avait besoin d'un endroit discret pour quelques jours. Dans notre chambre, tu n'étais pas là. Alors la chambre se sentait seule. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'aimait pas le sarcasme venant des femmes. Il trouvait ça peu féminin, sauf si c'était lui qui faisait la blague. Maribel s'est approchée, posant une main sur son bras. J'ai dit à Everett que c'était gênant, mais il a insisté. Il a dit que tu étais pragmatique. Céleste a regardé la main de Maribel sur sa manche. Il a raison. Everett a cligné des yeux. Il s'était préparé à des larmes, de la colère, une scène. Peut-être une exigence dramatique pour que Maribel parte sur le champ. Il ne s'était pas préparé au calme de Céleste. « J'ai un projet en ville », a dit Céleste. « Je vais y rester un moment. » « Quel projet ?»« Un projet personnel. »« Pour combien de temps ?»« Jusqu'à ce qu'il soit terminé. » Maribel a souri avec la cruauté douce d'une femme qui pense avoir déjà gagné. « Ne t'inquiète pas pour la maison. Je peux aider Everett pour tout ce dont il a besoin. » La maison? Céleste a regardé le couloir, l'arche qu'elle avait choisie, le tapis ancien qu'elle avait restauré, les appliques en laiton qu'elle avait fait venir de Paris, la porte derrière laquelle la valise de Maribel était ouverte sur le tapis de Céleste. « Quelle générosité !» a dit Céleste. Elle s'est retournée pour partir. Everett a tendu la main vers son poignet. Elle a bougé avant qu'il ne la touche. Céleste. Elle s'est arrêtée. Pendant 2 secondes, il a semblé sur le point de dire quelque chose de sincère. Quelque chose comme « Attends ». Quelque chose comme « Je suis désolé ». Quelque chose comme « Ce n'est pas ce que tu crois ». Même ça, ça aurait été mieux que ce qui a suivi. Au lieu de ça, il a dit « Sois prudente sur la route ». Céleste a hoché la tête une fois. Je le suis toujours. À 2 heures du matin, elle a laissé la bague sur le bureau de la suite d'amis. Elle a placé une note imprimée à côté. Puis elle est sortie par le garage avec 2 valises, 3 disques durs et les clés de la voiture qu'elle avait achetée avec son propre argent. La note contenait une seule phrase. « Tu peux garder la chambre, mais pas la femme qui y prêtait attention. » À 8 heures le lendemain matin, Everett l'a trouvée. À ce moment-là, Céleste était assise dans le hall de la mairie, à côté de Julian Vale. Il portait un costume anthracite sans cravate, ses cheveux noirs légèrement humides de pluie. Il avait l'air moins apprêté que dans les réunions de conseil, et plus dangereux pour cette raison. Quand Céleste est entrée, il s'est levé immédiatement. « Tu as dormi ?» a-t-il demandé. « 4 heures. »« Assez ?» Pour des formalités administratives, oui. Il lui a tendu une petite boîte en velours. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, se trouvaient 2 alliances en platine. Elles semblaient simples de loin, mais chacune était gravée d'une seule lettre à l'intérieur. C. J. Céleste a levé les yeux. Tu as apporté des alliances. J'ai supposé que tu refuserais les diamants aujourd'hui.
Ça l'a presque brisé. Pas parce que c'était romantique, même si ça l'était peut-être, mais parce que c'était juste. Ce n'est pas un sauvetage, a-t-elle dit. Je sais. Je ne t'épouse pas parce que j'ai besoin d'un toit. Je sais. Et si jamais tu installes une autre femme dans ma chambre, je prendrai plus que la chambre en partant. La bouche de Julian s'est incurvée. Ça me semble juste. L'officier d'état civil a appelé leur nom. Celeste Arden et Julian Vale se sont mariés dans une salle municipale au mur beige et au néon. Le juge avait vu assez de mariages impulsifs pour reconnaître la différence entre la panique et la décision. Céleste a signé de son nom d'une main ferme. Julian a signé après elle. Le tampon a frappé le certificat avec un son net et final. Clac. À 9h17 du matin, Céleste a regardé le papier. Marié. Pas de fleurs, pas de quatuor, pas de photographe mondain, pas de gâteau à 7 étages, pas d'Everett au bout de l'allée, prétendant que la fidélité était un smoking. Juste un fait juridique. Julian l'a raccompagné à la voiture. Mon avocat enverra un avis formel à Everett avant midi, a-t-il dit. Du mariage? De plusieurs choses. Plusieurs? Il lui a ouvert la portière. Tu es très doué pour remarquer les risques dans les entreprises des autres. J'ai supposé que tu les avais remarqués dans la sienne. Céleste s'est arrêtée, une main sur la portière. Southport? Entre autres désastres. Elle l'a regardé. L'expression de Julian était calme, mais ses yeux brillaient de cette fureur contrôlée qu'elle reconnaissait des négociations hostiles. Everett a installé une autre femme dans ta chambre, tout en utilisant tes analyses pour maintenir son entreprise à flot, a-t-il dit. Je ne suis pas assez sentimental pour ignorer ça. Son téléphone personnel s'est mis à sonner. Everett. Elle l'a laissé sonner. Puis il a sonné à nouveau. Et encore. Finalement, elle a répondu. « Où es-tu » a exigé Everett. « Bonjour à toi aussi. Tu as enlevé la bague » ? « Oui. »« Qu'est-ce que ça veut dire » ? Elle était inconfortable. Cette bague a coûté 400 000 $. Alors garde-la pour Maribel. Ses chaussures ont déjà emménagé. Quelque chose s'est brisé en arrière-plan. Céleste rentre à la maison. Je suis à la maison. Où ? Elle a regardé Julian, qui se tenait près de la voiture sous la pluie. Une main posée sur la portière ouverte, complètement imperturbable face à la tempête. Avec mon mari. Il y a eu un silence. Puis Everett a ri une fois, un rire sec et incrédule. Ne joue pas à des jeux avec moi. Je ne joue pas. Je me suis marié ce matin. Avec qui ? Julian s'est penché vers le téléphone. Avec moi, a-t-il dit. Everett a cessé de respirer. Puis la ligne a été coupée. Pendant 2 jours, Everett a retourné la ville pour la chercher. Il a appelé les compagnies aériennes, les hôtels, les amis, son assistante, l'assistante de Céleste, le fleuriste du mariage annulé, l'organisateur, le bijoutier. Il a envoyé des messages qui passaient de l'ordre à la persuasion, puis à l'incrédulité. Céleste n'a pas répondu. Elle est restée dans le penthouse de Julian à Tribeca. Il y avait des baies vitrées, du parquet sombre et une cuisine approvisionnée avec le thé exact qu'elle buvait quand elle était furieuse. Ses vêtements sont arrivés avant midi. Ils n'avaient pas été achetés à la hâte, mais choisis avec soin. Sa taille, ses couleurs, ses créateurs préférés. Dans la chambre principale, une photo encadrée était posée sur la commode. Céleste et Julian à un gala d'école de commerce, 4 ans plus tôt. Ils ne posaient pas ensemble. Elle regardait vers une fenêtre, une coupe de champagne à la main. Il se tenait un demi-pas derrière elle, parlant à quelqu'un hors champ. Mais son attention n'était pas sur la conversation. Elle était sur elle. Céleste a pris le cadre. Elle ne savait pas qu'il avait gardé ça. Cet après-midi-là, l'analyste en chef de Julian a livré un dossier intitulé « Carte d'exposition du groupe Osborne ». Céleste l'a ouvert sur le canapé en velours bleu. Réaménagement du front de mer de Southport, le joyau de la couronne d'Everett. Un projet de commerce de luxe et de résidence sur un terrain que son entreprise avait acheté au prix fort. Il s'en était vanté pendant des mois. Il avait utilisé les notes de marché de Céleste dans les présentations aux investisseurs, sans l'accréditer. Il avait dit aux donateurs que le projet transformerait le port. La carte d'exposition disait autre chose. Instabilité du sol, servitude de l'autorité des transports, examen municipal en attente. Signaux d'alerte des assurances, échéance de la dette concentrée sur 9 mois. Une étude géologique livrée au bureau d'Everett 11 semaines plus tôt et jamais ouverte. Céleste se souvenait de ce rapport. Le lundi 12 mars, 7 dossiers urgents dans le parapheur d'Everett. L'étude de Southport était le 3e. À 13h40,
Maribel l'avait appelée d'une boutique de la 5e avenue en disant qu'elle se sentait prise de vertige. Everett était parti après avoir signé seulement les 2 premiers dossiers. Ce soir-là, Maribel a posté 9 photos. Sur la 5e, elle se tenait près d'une fontaine, un sac de shopping à la main. Le reflet d'Everett apparaissait dans la vitre derrière elle. Céleste l'avait remarqué à ce moment-là. Elle remarquait tout. Elle n'avait simplement pas encore décidé quoi en faire. Maintenant, elle savait. Le 3e jour, une invitation est arrivée. Le gala d'hiver de la Fondation Harrington. Everett Osborne, co-sponsor. Invité, Maribel Lane. Céleste Vale, invité de Julian Vale. Elle a tenu l'invitation entre 2 doigts. « C'est toi qui as arrangé ça », a-t-elle dit. Julian était à la table de la salle à manger, en train de réviser des documents. Il n'a pas levé les yeux. Le gala a lieu chaque année. Tu as arrangé cette liste d'invités. Oui. Pourquoi? Il a levé les yeux à ce moment-là. Parce que les hommes comme Everett ne comprennent la perte que lorsqu'elle a un public. Céleste a posé l'invitation. Et moi? Tu n'as besoin de venir que si tu veux qu'il voie ce qu'il n'a pas su garder. Elle a pensé aux escarpins en satin crème près de la porte, à la nuisette en soie, à Everett disant « Sois prudente sur la route », à Maribel l'appelant chez elle. « Je veux qu'il voie », a-t-elle dit. Le soir du gala, Céleste portait du noir. Pas un noir de deuil, ni un noir de vengeance. Quelque chose de plus discret et de plus tranchant. Une robe fourreau avec un dos nu, des manchettes en diamant au poignet. Ses cheveux étaient relevés pour révéler la longue ligne de son cou. Julian a placé un collier de saphir autour de sa gorge avant leur départ. La pierre était d'un bleu profond, presque nuit, entourée de diamants si purs qu'ils ressemblaient à de la glace capturée. « Trop » a-t-elle demandé. « Pour n'importe qui d'autre » a-t-il dit. À l'entrée de la salle de bal, les caméras se sont d'abord tournées vers eux. Les murmures se sont propagés rapidement. Céleste Arden. Non, Céleste Vale. N'était-elle pas fiancée à Everett Osborne? Est-ce que c'est Julian Vale? Se sont-ils mariés? De l'autre côté de la salle, Everett l'a vu. La flûte de champagne dans sa main a légèrement basculé. Une goutte est tombée sur sa manchette. Maribel, debout à côté de lui dans une robe argentée, trop nuptiale pour l'événement, a suivi son regard et s'est raidie. Céleste n'a pas détourné les yeux. Julian a posé une main au creux de son dos. Sans la pousser, sans se l'approprier, juste là, le visage d'Everett a changé. Confusion, choc, possessivité, rage, tout cela a traversé ses traits avant qu'il ne se souvienne que les gens regardaient. Maribel s'est remise la première. Elle s'est penchée près de lui et a souri, mais ses yeux étaient vides. « Eh bien », a dit Julian doucement, « c'était plus rapide que prévu. Il a toujours détesté être le dernier à savoir. » Ils ont pris place à la table d'honneur. Céleste a parlé avec des donateurs, des investisseurs et 2 femmes qui faisaient semblant de ne pas fixer sa bague. Julian la présentait comme sa femme, sans insister. C'était là toute la cruauté élégante de la chose. Il n'avait pas besoin d'annoncer une victoire quand le fait lui-même suffisait. Pendant le dîner, Everett s'est approché. Il n'a pas demandé la permission. Les hommes comme lui confondent souvent l'impulsion avec l'autorité. « Céleste », a-t-il dit. Julian a posé son verre. « Monsieur Osborne, vous interrompez le dîner de ma femme. » La mâchoire d'Everett s'est crispée au mot « femme ». C'est entre Céleste et moi. « Il n'y a pas de Céleste et vous », a dit Julian. Maribel s'est précipitée, souriant trop vivement. « Félicitations », a-t-elle dit. « Je ne savais pas que tu avais trouvé un remplaçant si vite. » Céleste a tamponné ses lèvres avec sa serviette et s'est levée. Le silence s'est fait à la table. « Remplaçant » a-t-elle demandé. Maribel a levé le menton. Si le mot convient. Céleste a souri. Un sourire petit et dangereux. « Maribel, les chaussons que tu portais étaient les miens. Les draps dans lesquels tu as dormi ont été choisis par moi. La coiffeuse où tu as disposé tes petits flacons a été importée par moi. L'art sur le mur, les assiettes en bas, le thé dans la cuisine, le majordome qui m'appelle maintenant par mon prénom parce que tu l'as effrayé jusqu'à l'incertitude, tout était à moi. » Le sourire de Maribel a vacillé. Céleste s'est approchée. « Même l'homme auquel tu t'accroches est quelque chose que j'ai laissé derrière moi. » Un léger murmure a parcouru les tables voisines. Le visage de Maribel a rougi. « Espèce d'arrogante. Attention, » a dit Julian. Il n'a pas haussé la voix. Il n'en avait pas besoin. Everett a fixé Céleste. « Tu l'as épousée pour me punir.
Non, a-t-elle dit. Je t'ai quitté pour me protéger. Je l'ai épousé parce qu'il connaissait la différence. Les yeux d'Everett se sont assombris. Tu étais fiancé avec moi il y a 3 jours. Et tu recevais une femme dans ma chambre il y a 3 jours. Il a baissé la voix. Elle est restée parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle avait une valise, des soins de la peau, de la lingerie et assez de confiance pour appeler ma maison la sienne. N'insulte pas notre intelligence à tous les deux en prétendant que c'était de la charité. Les donateurs à proximité ont fait semblant d'examiner leur dessert. Everett a regardé autour de lui, soudain conscient du public. 5 minutes, a-t-il dit, dehors. Julian s'est levé. Céleste a touché sa manche. Je peux gérer 5 minutes. Dans le couloir à l'extérieur de la salle de bal, Everett s'est tourné vers elle. Mais à quoi diable penses-tu que tu joues? Céleste s'est adossée au mur de marbre. Je participe à un gala. Avec lui. Mon mari. Il a de nouveau tressailli. Est-ce que tu comprends seulement ce que tu as fait? Tu m'as fait passer pour un idiot. Non, Everett. J'ai arrêté de t'aider à passer pour un homme digne d'être épousé. Son visage est devenu pâle de colère. J'ai fait une erreur. Tu l'as installé chez nous. J'étais confus. Tu as changé la chambre. J'ai paniqué. Tu as soumis un formulaire de mariage révisé avec son nom dessus. Il s'est figé. Céleste a vu le sang quitter son visage. Comment sais-tu ça? Maribel a posté une story depuis Vera Wang. On te voyait en reflet dans le miroir derrière elle, tenant le dossier. L'organisateur a confirmé la demande de mise à jour après que j'ai annulé mon autorisation de paiement. Tu as annulé tout ce qui était lié à mes comptes. Il la dévisagea. Le fleuriste, la compte pour le lieu, le quatuor à cordes, la suite pour la lune de miel à Paris, la commande de champagne millésimée, mon argent, mes annulations. Ce mariage était le nôtre. Non, il est devenu le tien au moment où tu as essayé de mettre son nom là où était le mien. Everett a reculé comme si elle l'avait frappé. Pendant une seconde, elle a vu la prise de conscience percer l'orgueil. Pas encore le regret, la peur. Céleste, a-t-il dit, plus doucement maintenant. Rentre à la maison. On peut arranger ça. Quelle maison? Celle où elle vit? Je la renverrai. Quelle générosité. Je suis sérieux. Moi aussi, quand j'ai signé l'acte de mariage, il lui a attrapé le poignet. Pas assez fort pour laisser une marque, assez fort pour lui rappeler qui, selon lui, avait encore des droits sur elle. Céleste a baissé les yeux sur sa main. Enlève-la. Il ne l'a pas fait. Julian est apparu au bout du couloir. Il a dit un seul mot. Everett. Everett a lâché prise. Julian s'est approché d'eux lentement. Son visage était calme, mais il n'y avait rien de doux en lui. Touche encore ma femme, a-t-il dit, et l'effondrement de ton entreprise deviendra la 2e pire chose qui t'arrivera ce mois-ci. Les yeux d'Everett se sont tournés vers lui. Qu'est-ce que tu as dit? Julian lui a tendu un dossier noir. Tu devrais lire plus vite que tu ne signes. Everett l'a ouvert. Céleste l'a regardé parcourir la première page. Sa colère s'est estompée pour laisser place à la confusion, puis à l'alarme. Offre d'acquisition conditionnelle de Vail Capital. Exposition de la dette du front de mer de Southport. Prise de contrôle du centre logistique du New Jersey. Prix de l'offre, 62 centimes pour $1. Everett a levé les yeux lentement. Tu essayes d'acheter mon projet. Non, a dit Julian. J'offre de l'oxygène à une entreprise qui se noie à un prix qui reflète depuis combien de temps elle est sous l'eau. Va au diable. Un jour, mais pas avant la réunion de ton conseil d'administration demain. Everett s'est tourné vers Céleste. C'est toi qui lui as donné ça. Céleste a croisé son regard. Tu m'as donné les données pendant 2 ans. Chaque fois que tu me demandais de nettoyer tes présentations aux investisseurs, de corriger ton langage sur les risques ou de réécrire tes mémos aux prêteurs en prétendant que je les rendais juste plus jolis. Tu as utilisé des informations confidentielles. Non, j'ai utilisé mon propre travail dans des documents publics. Le désastre confidentiel est toujours non lu dans ton bureau. Quel désastre! L'expression de Julian s'est durcie. Tu ne sais vraiment pas. C'était la 2e fissure publique. Everett a regardé de Julian à Céleste. Savoir quoi? Les portes de la salle de bal se sont ouvertes derrière eux. Un homme plus âgé en costume noir est sorti, suivi de 2 autres. Céleste a reconnu Peter Osborne, le père d'Everett et président du groupe Osborne. Il avait les mêmes yeux bleus que son fils, mais moins de vanité et plus d'instinct de survie. Everett, a dit Peter. Le couloir s'est glacé. Papa. Peter a brandi un rapport. Il y a 3 mois, l'autorité des transports métropolitains a envoyé une étude de servitude géologique concernant Southport. Elle dit que le futur pôle de transport croise notre zone de fondation.
Pourquoi ai-je appris ça dans le dossier d'offres de Julian Vale? Everett a cligné des yeux. Je ne l'ai jamais reçu. Céleste a parlé avant que Julian ne puisse le faire. Si, tu l'as reçu. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Elle a gardé une voix égale. Le lundi 12 mars. 7 dossiers urgents dans ton parapheur. L'étude de l'autorité des transports était la 3e. Tu as signé les 2 premiers, puis Maribel a appelé. Tu es parti à 13h47 pour la 5e avenue. Tu n'es jamais retourné au bureau. Everett la dévisagea. Cette nuit-là, a-t-elle continué, Maribel a posté 9 photos. Sur la 5e, elle était à la fontaine Bethesda. Dans le reflet, tu tenais 2 sacs de shopping. Les 5 dossiers restants ont été déplacés sur la crédence inférieure par ton assistante le lendemain matin. Tu m'as demandé de relire la présentation aux investisseurs ce vendredi-là. J'ai signalé la référence manquante à l'étude dans les commentaires. Tu l'as marqué comme résolu sans ouvrir la pièce jointe. Le couloir était silencieux. Peter a regardé son fils. Est-ce que c'est vrai? La bouche d'Everett s'est ouverte. Aucune réponse n'est venue. Maribel les avait suivis et se tenait maintenant près des portes de la salle de bal, le visage exsangue, une main à la gorge. Peter a baissé le rapport. Le conseil se réunit à 8 heures. Papa, sois-y sobre, silencieux, et prêt à expliquer pourquoi ton aventure nous a coûté 200 millions de dollars. Puis il s'est éloigné. Everett avait l'air comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Céleste a presque eu pitié de lui. Presque. Mais ensuite, il s'est tourné vers elle avec fureur. Parce que certains hommes peuvent voir leur propre négligence faire s'effondrer une entreprise et chercher quand même une femme à blâmer. Tu as manigancé tout ça. Non, je m'en suis souvenu. Tu m'as ruiné. J'ai remarqué que tu te ruinais toi-même. Julian s'est mis à côté d'elle. Nous partons. La voix d'Everett s'est brisée. Céleste. Elle s'est arrêtée. C'était là, le ton qu'il aurait dû utiliser dans le couloir de sa maison avant qu'elle ne parte. Le premier vrai son de peur. Trop tard. Bonne nuit, Everett. Le lendemain matin, le conseil d'administration du groupe Osborne a démis Everett de ses fonctions de directeur général par intérim, en attendant une restructuration d'urgence. À midi, son père a voté avec la majorité. À 15 heures, l'offre de Vale Capital a été révisée à la baisse. À 17 heures, les réseaux sociaux de Maribel étaient passés en privé. À 18 heures, Everett était de retour dans la maison qui avait semblé si grande quand Céleste avait emménagé, et si absurde maintenant que la femme qui la rendait intelligente était partie. Les lumières du hall étaient allumées. Les escarpins en satin crème étaient toujours sous le banc, mais l'un d'eux était tombé sur le côté, comme si même les chaussures avaient perdu confiance. Martin se tenait près de l'escalier, les mains jointes, les yeux baissés. « Où est-elle » a demandé Everett. Martin savait exactement de quelle femme il parlait. C'était une accusation en soi. « Mademoiselle Lane est en haut, monsieur. En train de faire ses valises? En train de se disputer avec quelqu'un au téléphone. » Everett a monté les escaliers 4 à 4. Dans la chambre principale, Maribel se tenait à côté de la valise ouverte, une main pressée contre son oreille, le visage rouge de panique. « Non, je ne peux pas publier de déclaration, » a-t-elle lancé. « Parce que si je publie quoi que ce soit, on dirait que je savais. Je ne savais pas. Je n'étais pas impliqué dans son stupide projet. » Elle s'est retournée et a vu Everett. « Je te rappelle. » Elle a raccroché. Pendant une seconde, ils se sont regardés à travers la chambre que Céleste avait conçue. Le lit était défait. Les cosmétiques encombraient la coiffeuse. Une nuisette couleur champagne gisait sur la chaise comme une preuve que personne n'avait pris la peine de cacher. « Tu as dit qu'elle exagérait, » a dit Maribel. Everett a ri une fois, non pas parce que quelque chose était drôle. « C'est ça, ton souci. Mon nom est partout. Ton nom est sur des comptes de ragots. Mon entreprise est en train de saigner. Parce que tu as ignoré un rapport. » Ses yeux se sont aiguisés. C'était là, la phrase à laquelle aucun d'eux ne pourrait survivre. Je l'ai ignoré parce que tu m'as appelé. Le visage de Maribel s'est tordu. Ne me mets pas ça sur le dos. Je ne t'ai pas forcé à quitter ton bureau. Tu as dit que tu étais malade. J'ai dit que je me sentais faible. Tu as décidé de venir faire du shopping. La vérité était laide parce qu'elle leur appartenait à tous les deux. Il avait voulu se sentir nécessaire pour quelqu'un qui jouait magnifiquement l'impuissance. Elle avait voulu un homme assez puissant pour qu'une autre femme se sente comme un trophée dans sa propre maison. Aucun des deux n'avait envisagé que le trophée puisse être construit sur l'intelligence de cette femme. Maribel a attrapé un flacon de parfum sur la coiffeuse et l'a jeté dans sa valise. « Je ne reste pas ici pendant que tout le monde me traite de briseuse de ménage et de fardeau. Tu voulais la maison. Je voulais la vie que tu m'as promise.
C'est ça, la vie. Elle a regardé autour de la pièce, voyant soudain ce que Céleste avait vu depuis le couloir. Pas de romance, pas de destin, juste le goût d'une autre femme enroulée autour d'un doigt emprunté. Non, a dit Maribel doucement, c'est sa vie, avec ton désordre dedans. Les mots ont atterri plus durement qu'elle ne l'avait prévu. Le visage d'Everett est devenu vide. Maribel a fermé la valise avec des mains tremblantes. Où vas-tu? À l'hôtel. Avec quel argent? Elle s'est figée. Il a vu le calcul traverser son visage. La carte de crédit qu'il lui avait donnée était liée à un compte discrétionnaire maintenant sous examen du conseil. Ses contrats de mannequinat avaient ralenti après qu'elle soit devenue trop publiquement associée au scandale. Les amis qui applaudissaient le drame n'offraient généralement pas de chambre d'amis. « Tu pensais vraiment que j'allais tout payer pour toujours ?» a-t-il dit. Les yeux de Maribel se sont remplis de larmes, mais elle n'était pas aussi jolie cette fois. La panique est rarement photogénique. « Tu pensais que Céleste le ferait aussi ?» a-t-elle rétorqué. Everett a reculé. Un instant, la pièce a semblé lui montrer trois versions de sa vie à la fois. Céleste choisissant les draps, Céleste annotant des rapports à minuit, Céleste debout dans le couloir, disant qu'elle se souvenait de ce qu'il avait ignoré. Puis Maribel, entourée de soie et de flacons, demandant ce qu'il restait maintenant que l'argent était devenu incertain. Il avait confondu la douceur avec la dévotion et le glamour avec un refuge. Les deux erreurs avaient des factures. Maribel a traîné la valise vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. « Tu sais ce qui est le pire? Elle ne s'est même pas battue avec moi. » Everett la regarda. Elle m'a regardé comme si j'étais un meuble que quelqu'un avait placé dans la mauvaise pièce. Puis elle est partie. La porte d'entrée s'est refermée 12 minutes plus tard. Everett est resté dans la chambre principale jusqu'à ce que la maison devienne si silencieuse qu'il pouvait entendre la pluie tinter contre les fenêtres. Sur la table de chevet, la bague de fiançailles était toujours dans sa boîte en velours. Il l'avait mise là après avoir trouvé la note de Céleste, comme si la remettre à sa place pouvait annuler le fait qu'elle l'avait enlevée. Il l'a prise maintenant. 400 000 $, 5 carats, clarté parfaite. Complètement inutile. Il l'a jetée à travers la pièce. Elle a heurté le mur et est tombée dans le tapis sans faire assez de bruit. Céleste a appris chaque développement dans le bureau de Julian. Elle était assise pieds nus sur le canapé, portant une de ses chemises blanches et examinant la pile de dettes mise à jour. Cela aurait pu paraître intime, sans le tableur ouvert sur ses genoux. Julian se tenait près de la fenêtre, son téléphone à la main. Peter a accepté une réunion. Bien sûr qu'il l'a fait. Everett demande si tu accepteras de lui parler. Non. Maribel a quitté la maison. Céleste a levé les yeux. Déjà? Apparemment, la maison lui semblait hostile. Elle n'a jamais été la sienne. La bouche de Julian s'est légèrement incurvée. Tu veux la récupérer? Céleste a pensé à la chambre, aux chaussures près de la porte, au plateau à bijoux, au drap, au sourire d'Everett. Non. Bien. Bien? Je détestais cette maison. Elle a haussé un sourcil. Tu y es venu 2 fois. C'était suffisant. Pendant un moment, ils ont travaillé en silence. C'était étrangement paisible. Pas de performance, pas d'exigence qu'elle adoucisse son intelligence, pas d'homme insistant sur le fait qu'il l'aimait, tout en lui reprochant sa façon de voir les choses. Ce soir-là, Julian a posé une tasse de thé à côté d'elle. Caramel. Elle l'a regardé. Comment sais-tu? Tu en as bu après l'échec de l'affaire Winslow. Tu as dit que la menthe poivrée était pour les gens qui font semblant d'être calmes. Céleste a enroulé ses mains autour de la tasse. Les plus petites gentillesses étaient les plus dangereuses. Les grands gestes pouvaient être rejetés comme de la stratégie. Les détails mémorisés n'avaient nulle part où se cacher. « Pourquoi as-tu attendu ?» a-t-elle demandé. Julian s'est assis en face d'elle. « Pour toi? » Oui. Il l'a regardé un long moment. « Parce que tu étais fiancé. Ça t'a arrêté? Ça devrait arrêter tout le monde. » La réponse était si simple qu'elle en était douloureuse. Everett avait traité des fiançailles comme un obstacle à gérer. Julian les avait traités comme une limite. Céleste a baissé les yeux sur son thé. « Je ne suis pas prête à être une histoire d'amour. »« Alors sois une personne dans ma maison, » a dit Julian. « Le reste peut se mériter. » Dans les semaines qui ont suivi, Julian a tenu cette promesse de manière trop discrète pour que les ragots puissent comprendre. Il ne l'a pas exhibée dans les restaurants pour prouver sa possession. Il n'a pas appelé de photographe. Il ne lui a pas demandé d'expliquer chaque silence, chaque retrait soudain, chaque moment où elle fixait trop longtemps une porte, parce qu'une partie d'elle se souvenait encore des chaussures en satin crème sous un banc. Il lui a donné de l'espace, sans que la distance ne ressemble à une punition.
Le penthouse est devenu ordonné autour d'elle, mais pas de la même manière que la maison d'Everett. Everett aimait les pièces agencées pour impressionner les visiteurs. Julian aimait les pièces agencées pour que la personne qui y vit puisse respirer. Un deuxième bureau est apparu dans le bureau. Pas à côté du sien comme un poste d'assistant, mais en face de la fenêtre où la lumière du matin était la plus pure. Son thé a été déplacé dans le placard à hauteur des yeux. L'étagère de la salle de bain contenait ses soins de la peau, sans que personne ne fasse semblant de ne pas remarquer les espaces vides laissés pour eux. Un mardi, Céleste est rentrée d'une réunion hostile avec un prêteur. Elle a trouvé Julian dans la cuisine, avec de la farine sur une manche et une recette ouverte sur son téléphone. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé. « J'ai tenté de faire des pâtes. » Tenter, le verbe est intentionnel. Sur le comptoir se trouvait un bol de pâtes avec la texture du ciment humide. Céleste l'a regardé. Puis elle l'a regardé, lui. Pour la première fois depuis des jours, elle a ri si fort qu'elle a dû s'appuyer contre l'îlot. Julian l'a regardé avec une expression qui a changé quelque chose dans la pièce. Pas le triomphe, le soulagement. Ça valait le coup, a-t-il dit. Tu as détruit de la farine importée pour un rire? J'ai financé de pires affaires. Ils ont commandé des nouilles à un restaurant en bas et les ont mangées dans des boîtes en carton à l'îlot de la cuisine. Julian a posé des questions sur la réunion avec le prêteur, pas comme Everett le faisait, en attendant les parties qui le concernaient, mais avec une réelle attention. Il se souvenait des noms. Il a demandé pourquoi le prêteur mezzanine avait changé de position. Il a compris quand elle a dit que le problème n'était pas la dette, mais l'arrogance de l'homme qui la détenait. Plus tard, alors qu'elle rinçait les boîtes pour le recyclage, Céleste a réalisé qu'elle avait passé 3 heures sans se sentir observée pour des preuves émotionnelles. C'est ainsi que la sécurité a commencé. Pas avec des feux d'artifice, mais avec l'absence de stratégie dans la gentillesse d'une autre personne. Un soir, elle a trouvé une enveloppe scellée sur son bureau. À l'intérieur, se trouvait un contrat postnuptial révisé, rédigé par l'avocat de Julian. Pas de piège, pas de contrôle caché, pas de clause de moralité déguisée en protection. Il confirmait que ses biens prénuptiaux restaient les siens, que ses revenus futurs restaient les siens, sauf si elle en décidait autrement, et que toute propriété commune nécessitait le consentement écrit des deux parties. Un court mot de Julian était joint. Tu ne devrais jamais avoir à me faire confiance parce que les papiers ne te laissent pas le choix. Céleste a lu la phrase 3 fois. Puis elle est allée dans la bibliothèque où Julian lisait des rapports trimestriels. Tu es soit l'homme le plus romantique du monde, a-t-elle dit en brandissant l'accord, soit le moins romantique. Il a jeté un coup d'œil au papier. Les deux, j'espère. Tu réalises que la plupart des hommes trouveraient ça insultant. La plupart des hommes surestiment la confiance qu'ils méritent. Elle est restée là un moment, sentant quelque chose se détendre en elle. Everett avait voulu la confiance comme un tribut. Julian offrait une structure pour que la confiance n'ait jamais à être aveugle. « Merci », a-t-elle dit. Il a hoché la tête une fois, comme si elle l'avait remercié de lui passer le sel. C'est à ce moment-là que Céleste a commencé à comprendre la différence entre être sauvée et être respectée. Le sauvetage rend une femme reconnaissante, le respect la rend libre. 2 mois plus tard, ils ont organisé une réception, pas un mariage. Céleste a refusé de jouer l'innocence de la mariée, après tout ce qui s'était passé. Le mariage légal était déjà fait. La réception était une déclaration, un rassemblement dans le domaine de Julian dans la vallée de l'Hudson. Il y avait la famille, les amis, les investisseurs et des gens dont les invitations avaient poussé des cercles sociaux entiers à revoir leurs hypothèses. Céleste portait de l'ivoire cette fois. Pas la robe choisie pour Everett. Cette robe avait été annulée, emballée et donnée à une vente aux enchères caritatives, sans aucun mot. Cette robe était plus simple. De la soie, des manches longues, un dos nu, pas de voile. Ses cheveux tombaient librement sur une épaule. À son poignet se trouvait un bracelet de jade vert que Julian avait acheté à la vente aux enchères Harrington, après l'avoir entendu mentionner une seule fois l'héritage perdu de sa grand-mère. La mère de Julian, Béatrice Weil, a trouvé Céleste près de la bibliothèque avant le début de la réception. Béatrice était élégante, aux cheveux d'argent, et terrifiante de la manière affectueuse des femmes qui ont survécu à la vieille fortune et gardé les meubles. « Tu ressembles à toi-même », a-t-elle dit. Céleste a ri doucement. « Est-ce une approbation? C'est mieux. » Béatrice a ajusté une de ses manches avec des doigts doux. « Julian a gardé une photo de toi sur son bureau pendant 4 ans. » Céleste s'est immobilisée.
La photo du gala? Oui. Je lui ai dit une fois que s'il t'admirait autant, il devrait dire quelque chose. Il m'a répondu que tu t'appartenais d'abord à toi-même et ensuite à un autre homme, et qu'il n'avait aucun intérêt à voler ce qui ne l'avait pas choisi. Céleste a regardé de l'autre côté du hall. Julian se tenait près des fenêtres, parlant à un invité. Costume sombre, pas de sourire, les oreilles légèrement rouges comme s'il savait que sa mère le trahissait. Sa gorge s'est serrée de manière inattendue. Il a dit ça? Mon fils est beaucoup de choses, un fou amoureux à l'occasion, mais un voleur, jamais. C'est à ce moment-là que le portail a appelé. Un agent de sécurité a parlé doucement au régisseur du domaine. Le régisseur a regardé Julian. Julian a regardé Céleste. Elle savait déjà. Everett était venu. Il est apparu au bout de l'allée de gravier, dans un costume noir froissé. Il était plus mince qu'avant, mal rasé, tenant une enveloppe dans une main. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui commandait autrefois les salles de bal d'un seul regard. Cet Everett avait été réduit par les conséquences, mais pas encore humilié. La réduction et l'humilité sont différentes. La sécurité l'a arrêté près de la fontaine. Céleste est sortie seule. Julian a suivi à distance, assez près pour intervenir, assez loin pour la laisser décider. Les yeux d'Everett se sont remplis de larmes dès qu'il l'a vue. Céleste, tu n'étais pas invitée. Je sais. Alors pourquoi es-tu ici? Il a tendu l'enveloppe. Je l'ai rachetée. Elle ne l'a pas prise. Racheter quoi? Southport, la participation, la dette. J'ai levé des fonds. J'ai vendu la maison de Newport, la propriété d'Aspen, tout. J'ai payé à Vail Capital 3 fois le prix de l'offre pour annuler l'acquisition. Sa voix tremblait d'une fierté désespérée, comme s'il avait sorti un diamant de l'océan et attendait des applaudissements. J'ai réparé les choses, a-t-il dit. J'ai réparé l'entreprise. Céleste l'a regardé. Derrière elle, la musique flottait depuis le domaine. Des invités riaient doucement sur la terrasse. Julian se tenait dans l'embrasure de la porte, une main dans la poche, observant sans possessivité. « Tu penses que c'était ça le problème ?» Everett la dévisagea. « Tu pensais que si tu rachetais l'actif, tu me rachetais moi ?»« Non, je... » Il a dégluti. « Je sais que je t'ai fait du mal. Tu m'as humilié dans ma propre maison. J'ai été stupide. Tu m'as remplacé avant que je ne parte. J'étais confus. Tu as ignoré un rapport qui a failli détruire ton entreprise parce que ta maîtresse voulait de l'attention. Je sais. Et maintenant, tu te tiens au portail de mon mari avec un chèque de banque comme si j'étais un autre actif en difficulté que tu peux racheter. » Son visage s'est décomposé. « Je t'aime. » Céleste a senti les mots arriver et n'atterrir nulle part. Autrefois, il l'aurait détruite. Autrefois, elle les aurait ramassés comme du verre et se serait coupée en essayant de prouver qu'il brillait encore. Maintenant, ce n'était que des mots d'un homme qui comprenait la valeur après la perte, pas l'amour avant les dégâts. « Everett, a-t-elle dit, sais-tu la différence entre toi et Julian ?» Il a regardé par-dessus son épaule vers la maison. La haine a vacillé, puis l'épuisement. Il a plus d'argent. Non. Everett a de nouveau posé les yeux sur elle. Quand tu m'as trouvé en souffrance, tu m'as dit d'être prudente sur la route. Quand Julian m'a trouvé en train de partir, il m'a dit que j'avais déjà une maison. Tu m'as donné un avertissement, il m'a donné un abri. Tu as offert des explications après la trahison, il a offert le respect avant le désir. Le vent d'automne a soufflé dans les arbres, soulevant l'ourlet de sa robe. C'est ça, la différence. Des larmes ont coulé sur le visage d'Everett. Il est tombé à genoux sur le gravier, l'enveloppe écrasée entre ses mains. « S'il te plaît, a-t-il murmuré. Donne-moi juste une chance de prouver que je comprends. » Céleste a baissé les yeux sur lui. Elle a ressenti de la tristesse alors. Pas du désir, pas de la faiblesse. Une tristesse pure pour la vie dans laquelle elle avait failli entrer, la femme qu'elle avait failli devenir, les années qu'elle aurait pu passer à confondre l'endurance avec la dévotion. Tous ceux qui partent n'attendent pas d'être suivis, a-t-elle dit. Puis elle s'est retournée et est rentrée vers la maison. Julian l'a rejointe à mi-chemin. Il ne lui a pas demandé si elle allait bien. Il savait qu'elle n'était pas fragile, et il savait que bien était trop simple. Il lui a tendu la main. Céleste l'a prise. À l'intérieur, la réception continuait. Pendant le dîner, Julian s'est levé pour parler. Ce n'était pas un homme qui appréciait les émotions publiques. Sa main s'est serrée une fois autour de son verre avant de commencer. Céleste m'a dit un jour que l'erreur la plus dangereuse en affaires est de confondre la possession avec la valeur, a-t-il dit. Les gens le font avec des entreprises, avec des actifs,
avec des réputations. Ses yeux ont trouvé les siens. Certaines personnes le font avec l'amour. Ils pensent que parce que quelque chose est près d'eux, cela leur appartient. Parce que quelqu'un est patient, elle attendra toujours. Parce que quelqu'un est loyal, elle ne peut pas partir. Céleste m'a appris que l'amour n'est pas la propriété. C'est l'attention, c'est la mémoire, c'est la retenue. C'est savoir quand se tenir à côté de quelqu'un sans bloquer la porte. La pièce s'est tue. Céleste a baissé les yeux sur le bracelet de jade à son poignet. Pendant des années, on l'avait loué pour son sang-froid, pour son élégance, pour sa capacité à absorber les insultes sans perturber la pièce. Mais le sang-froid n'était pas la même chose que le consentement. L'élégance n'était pas la même chose que la reddition. Une femme pouvait partir tranquillement et changer tout l'équilibre du pouvoir derrière elle. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et le retour au silence du domaine, Céleste se tenait sur le balcon surplombant le jardin sombre. Julian est sorti avec 2 tasses de thé. « Pas de champagne ?» a-t-elle demandé. « Tu en as à peine bu. Tu as remarqué. C'est ce que je fais. » Elle a pris le thé. En bas, au-delà des arbres, la route s'éloignait en serpentant dans l'obscurité. Quelque part là-bas, Everett finirait par cesser de s'agenouiller. Il se lèverait, rentrerait chez lui et commencerait à vivre avec les conséquences d'avoir confondu une femme avec une pièce qu'il pouvait remplacer. Céleste n'a ressenti aucune envie de regarder en arrière. « Regrettes-tu de m'avoir épousé si vite ?» a-t-elle demandé. Julian s'est appuyé à côté d'elle sur la balustrade. « Non, tu devrais au moins faire semblant de réfléchir. Je l'ai fait, pendant 4 ans. » Elle a tourné le visage, souriant malgré elle. L'air de la nuit était froid, mais la tasse lui réchauffait les mains. Elle a pensé aux escarpins en satin dans le hall, à la bague sur le bureau, au tampon à la mairie, à la rage d'Everett dans la salle de bal, à Maribel portant ses restes comme des trophées, à Julian qui attendait, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il respectait une limite que personne d'autre ne semblait voir. Dans une autre vie, Céleste aurait pu épouser Everett et passer des années à traduire sa négligence en excuses. Il est sous pression. C'est juste une amie. Il ne le pensait pas. Les hommes comme lui sont compliqués, mais la vie offre parfois à une femme un cadeau brutal. La vérité, assez tôt pour s'échapper. Céleste s'était échappée. Pas de cri à la porte de la chambre, pas de supplication, pas de marchandage avec une femme en soi, pas de plaidoyer avec un homme qui ne pouvait pas faire la différence entre être aimé et être servi. Elle est simplement partie. Et en partant, elle a appris la chose qu'Everett n'a jamais comprise. Le silence d'une femme n'est pas toujours un cœur brisé. Parfois, c'est de la stratégie. Parfois, c'est du respect de soi. Parfois, c'est le son d'une porte qui se ferme si doucement que l'homme de l'autre côté ne réalise qu'il a perdu toute la maison que lorsque les lumières s'éteignent. Si cette histoire vous a fait réfléchir à la trahison, au respect de soi, ou au pouvoir de partir avant que quelqu'un finisse de vous sous-estimer, abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes sur l'amour, la vengeance et le fait de se choisir soi-même.